Un mari et sa femme ont emmené leur petite fille en bas âge faire une excursion dans les immenses forêts de séquoia, mais la famille a disparu sans laisser de traces. Une recherche exhaustive n'a rien donné et l'affaire est tombée dans un silence de 4 ans, devenant une autre légende locale tragique. Jusqu'à ce qu'une équipe d'étudiants en mycologie documente une étrange excroissance à la base d'un arbre, une découverte qui allait révéler une horrible vérité cachée juste sous la surface. Les appels au téléphone portable de Sorina Quaid ont commencé non pas par la panique, mais par une légère irritation. C'était fin août 2013 et Odelia Hastings s'attendait à ce que sa fille ait donné de ses nouvelles il y a des heures. Sorina, 32 ans, son mari Kellen Vancroft, 33 ans, et leur fille de 6 mois, Isla, devaient rentrer d'un voyage de 3 jours, explorant les imposants bosquets des parcs nationaux et d'État des séquoias en Californie du Nord. C'étaient eux des voyageurs expérimentés, Kellen surtout, et l'itinéraire était censé être détendu, des sentiers faciles adaptés à un bébé dans un porte-bébé. Pourtant, la soirée avançait et l'appel prévu n'est jamais venu. Odelia a essayé à nouveau le téléphone de Sorina. Il est tombé directement sur la messagerie vocale. Elle a essayé celui de Kellen, même résultat. Un nœud d'anxiété a commencé à se serrer dans la poitrine d'Odelia. Ce n'était pas leur genre. Même lorsqu'ils voyageaient dans des zones avec une réception inégale, ils trouvaient toujours un moyen d'envoyer un texto ou de passer un bref appel, priorisant la communication précisément parce qu'ils avaient Isla avec eux. Le silence s'étendant depuis la côte nord éloignée semblait lourd et non naturel. Le lendemain matin, l'irritation s'était complètement transformée en peur. Odelia Hastings a contacté le département de police local expliquant que sa fille et son gendre étaient considérablement en retard et injoignables. Le rapport a été pris et l'information a été relayée aux autorités gérant la juridiction couvrant la vaste étendue des parcs de séquoia. Les enquêteurs ont commencé les étapes préliminaires pour retracer les mouvements de la famille. Ils ont appris que Kellen et Sorina étaient un couple dynamique et actif. Kellen travaillait dans le conseil environnemental et possédait une connaissance approfondie de la sécurité et de la navigation en milieu sauvage. Sorina, graphiste, était de nature plus prudente, surtout depuis la naissance d'Isla, mais faisait implicitement confiance à l'expertise de Kellen. Leur voyage était censé être une introduction pour Isla aux forêts anciennes que Kellen aimait. L'itinéraire qu'ils avaient laissé était décontracté, se concentrant sur les routes panoramiques les plus accessibles et les sentiers bien entretenus. Ils n'avaient pas emporté de téléphone satellite, le jugeant inutile pour de telles randonnées décontractées. La première information concrète est venue du domaine numérique. Reconnaissant que le couple avait probablement pris des photos, les enquêteurs ont demandé l'accès à leur compte de stockage cloud. En 2013, les téléchargements automatiques dépendaient entièrement de la captation d'un signal. Alors que les enquêteurs parcouraient l'activité récente, ils ont trouvé quelque chose. Une seule photographie s'était synchronisée 2 jours auparavant, horodatée vers midi. L'image est instantanément devenue la pièce maîtresse de l'enquête. Elle montrait Kellen, Sorina et Isla debout sur un large sentier de terre brun clair, éclipsé par les immenses troncs droits des séquoias qui les entouraient. L'éclairage était doux, filtré par la canopée dense en hauteur. Kellen, reconnaissable à son crâne rasé et sa barbe claire, souriait largement. Il portait un t-shirt vert éteint et un short beige, les sangles d'un sac à dos visibles sur ses épaules. Attaché à sa poitrine dans un porte-bébé gris foncé, se trouvait Isla, son visage tourné vers l'appareil photo, orné d'un bandeau rose distinctif avec un petit nœud. À sa droite se tenait Sorina, ses longs cheveux noirs encadrant un sourire chaleureux. Elle était vêtue d'un t-shirt bleu vif et de leggings bleu foncé. Une banane bleue assortie passait autour de sa taille. Son bras était enroulé autour du dos de Kellen, son autre main reposant protectivement sur le porte-bébé. C'était une image de bonheur idyllique, mais dans le contexte de leur disparition, elle semblait hantée. Les métadonnées intégrées dans le fichier confirmaient l'emplacement près d'une route panoramique populaire dans le système de parc. En analysant l'angle et le cadrage de la prise de vue, les enquêteurs ont rapidement conclu que la photo n'était pas un selfie. La perspective suggérait que le téléphone avait été remis à un tiers, un autre randonneur qui les avait croisés. Cette réalisation a présenté 2 impératifs immédiats. Localiser le point de départ physique de leur randonnée et identifier la personne qui avait pris la photo. La première tâche était simple. En utilisant les données de localisation, les gardes forestiers ont rapidement localisé le début du sentier correspondant à la photo. Là, garé proprement dans la zone désignée, se trouvait le véhicule de la famille. Il était verrouillé, intact, et ne montrait aucun signe d'effraction ou de lutte. La présence de la voiture suggérait qu'ils avaient entrepris leur randonnée comme prévu et avaient l'intention de revenir. Mais ils ne l'ont jamais fait.
La famille Bancroft-Quaid avait apparemment mis le pied sur ce sentier et avait disparu dans la forêt ancienne. La découverte du véhicule a mobilisé une réponse massive. Les parcs nationaux et d'État des séquoias ne sont pas qu'une collection d'arbres. Ils sont un écosystème tentaculaire et complexe couvrant plus de 56 000 hectares. Le terrain est caractérisé par des ravins escarpés, des sous-bois denses et des arbres si massifs qu'ils créent un crépuscule perpétuel sur le sol forestier. Pour les équipes de recherche et de sauvetage, c'est l'un des environnements les plus difficiles d'Amérique du Nord. La stratégie initiale était la saturation. Des dizaines de chercheurs professionnels, d'unités canines et de bénévoles ont été déployés, partant du début du sentier et s'étendant vers l'extérieur. La difficulté de l'opération est devenue immédiatement apparente. La canopée dense, haute de centaines de pieds, rendait les recherches aériennes par hélicoptère presque inutiles, obscurcissant toute vue du sol. Au sol, la visibilité était souvent limitée à quelques mètres seulement. Le sol forestier, recouvert de siècles d'aiguilles et de débris tombés, rendait le suivi des empreintes incroyablement difficile, même pour des pisteurs expérimentés. Odelia Hastings est arrivée au centre de commandement établi à la hâte près du début du sentier. L'incertitude angoissante était gravée sur son visage. Elle, ainsi que la famille de Kellen, a fourni aux enquêteurs des détails critiques sur l'équipement du couple, leurs habitudes de randonnée et leur personnalité. Odelia était catégorique. Kellen, malgré son esprit aventureux, était méticuleux en matière de sécurité. Il ne prendrait jamais, insistait-elle, de risques inconsidérés avec Sorina et surtout pas avec Isla, âgée de 6 mois. Elle a décrit la marque spécifique du porte-bébé, la couleur de la couverture qu'ils gardèrent toujours avec Isla et le contenu du sac à dos que Kellen portait probablement, des fournitures standards pour une randonnée d'une journée. Eau, collation, une trousse de premiers soins de base, mais rien destiné à la survie nocturne. La recherche a continué pendant des jours, puis des semaines. Les équipes ont méticuleusement couvert le sentier principal où la photo a été prise, poussant des kilomètres dans toutes les directions. Ils ont également commencé le processus ardu de recherche des zones hors sentier, luttant contre des fourrés de myrtilles et des fougères massives. L'échelle de l'environnement était écrasante. Il était tout à fait possible qu'une personne soit à seulement 15 mètres du sentier et reste complètement invisible. Malgré les efforts exhaustifs, la recherche n'a rien donné. Pas de bouteille d'eau tombée, pas de fibres de vêtements accrochées à une branche, aucun signe de lutte, pas de couches jetées. C'était comme si la forêt les avait simplement avalés tout entiers. Les enquêteurs ont tourné leur attention vers le seul témoin qu'ils savaient exister, le photographe. L'espoir était que cet individu puisse se souvenir de la direction que la famille avait prise après la photo, ou peut-être se rappeler quelque chose d'inhabituel dans leur comportement. Identifier un randonneur au hasard dans une destination touristique populaire était une tâche formidable. Les enquêteurs ont fait circuler l'image, espérant que la personne puisse se reconnaître ou que quelqu'un d'autre puisse identifier la famille et se rappeler avoir vu l'interaction. Des semaines après le début de l'enquête, la percée est venue. L'individu a été identifié comme un touriste allemand qui était déjà rentré chez lui. Grâce à la coopération internationale, les autorités l'ont contacté. L'homme se souvenait vivement de la rencontre. Il se souvenait du couple heureux et du bébé avec le bandeau rose. Il a confirmé qu'ils avaient brièvement discuté de la beauté du bosquet, il a proposé de prendre la photo, puis ils se sont séparés. Crucialement, il a déclaré que la famille avait continué sur le sentier principal établi. Il n'a rien vu de suspect, personne ne les suivait, rien d'inhabituel. La piste, qui avait semblé si prometteuse, s'est évaporée dans la réalité banale. Alors que la recherche physique stagnait, les enquêteurs ont commencé à explorer d'autres possibilités. La nature sauvage recèle plus de dangers que les éléments. Un mois après le début de la recherche, une équipe de pistage spécialisée opérant profondément dans une section interdite et protégée du parc a détecté des signes de perturbations récentes. Ce n'était pas lié à la famille disparue, mais c'était significatif. Ils ont trouvé des preuves de braconnage illégal de vieux arbres, un commerce lucratif sur le marché noir impliquant la coupe et le vol de loupes de séquoias anciens. Cette découverte a introduit une nouvelle théorie sinistre. La zone où l'activité de braconnage a été détectée était éloignée mais théoriquement accessible depuis la zone où la famille avait disparu. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité que Kellen et Sorina aient involontairement quitté le sentier et soient tombés sur une opération illégale en cours. Les braconniers de bois étaient connus pour être territoriaux et potentiellement dangereux. La famille aurait-elle pu être réduite au silence pour protéger l'entreprise criminelle ? Pendant plusieurs semaines, cette théorie a gagné du terrain. Elle fournissait une explication plausible pour l'absence complète de preuves, un effort délibéré pour dissimuler un crime. Les détectives ont commencé à enquêter sur les marchés noirs du bois locaux, à la recherche d'informateurs et de mouvements récents de bois de grande valeur. Ils ont interrogé des associés connus de gangs de braconnage dans la région. Cependant, l'enquête n'a trouvé aucune corrélation.
Le timing ne correspondait pas parfaitement et les informateurs au sein de la communauté de braconnage, lorsqu'ils étaient alors pressés, n'offraient rien reliant leurs activités à la disparition d'une famille. La théorie, comme la recherche physique, a atteint une impasse. Après 2 mois, le rythme implacable de l'opération de recherche est devenu insoutenable. Le temps a commencé à tourner et les ressources nécessaires étaient immenses. Sans nouvelles pistes et la probabilité de survie diminuant, la recherche active a été officiellement réduite. L'affaire est restée ouverte, intensément scrutée par Odelia Hastings, mais l'urgence initiale s'est estompée. La disparition de la famille Bancroft-Quaid est devenue un autre mystère tragique détenu par les bois silencieux et anciens. La piste était devenue complètement froide. Le récit fait un bond en avant de 4 ans, à l'été 2017. Le souvenir de la famille disparue avait commencé à s'estomper de la conscience publique, bien qu'Odelia Hastings ait continué à presser les autorités pour obtenir des réponses. La forêt, pendant ce temps, a continué son cycle lent et inexorable de croissance et de décomposition. Cet été-là, un petit groupe d'étudiants diplômés spécialisés en mycologie d'une université de l'Oregon menait des recherches intensives sur le terrain dans les parcs nationaux et d'État des séquoias. Ils étaient dirigés par Xander Zeller, un chercheur méticuleux axé sur l'impact des incendies de forêt récents et localisé sur les modèles de repousse fongique. Leur permis de recherche leur accordait l'accès à des secteurs éloignés et rarement accessibles du parc, à des kilomètres des sentiers populaires et considérablement éloignés de la zone où Kellen, Sorina et Isla avaient tout disparu. Leur présence au cœur de ce terrain accidenté était entièrement légitime, motivée par l'enquête scientifique. Le groupe marchait depuis plusieurs heures, naviguant sur des pentes raides et des sous-bois denses, se déplaçant entre leurs grilles de recherche établies. L'air était humide et frais sous la canopée. Le silence brisé seulement par le son de leurs propres mouvements. En début d'après-midi, ils ont décidé de faire une pause près d'un grand chêne vieillissant situé dans une petite clairière au milieu des séquoias imposants. Les chênes étaient moins communs dans cette zone spécifique, ce qui en faisait un point de repère notable pour leurs recherches. Alors qu'ils s'installaient, déposant leurs lourds sacs et récupérant leur déjeuner, Xander Zeller a remarqué quelque chose d'inhabituel à la base du chêne. Ses yeux, entraînés à repérer des variations subtiles dans l'écologie du sol forestier, ont été attirés par une masse bizarre et amorphe nichée contre les racines de l'arbre. C'était différent de tout ce qu'il avait rencontré au cours de ses années de travail sur le terrain. La croissance était grande, peut-être 1 mètre de diamètre, et étonnamment colorée. C'était un mélange chaotique de jaune sulfureux brillant et de blanc éclatant, avec des taches de noir profond et huileux qui ressemblaient à du sol ou de la matière en décomposition incorporée dans la structure. La texture était grumeleuse, poreuse et d'apparence humide, ressemblant presque à de la mousse chimique qui aurait été renversée et solidifiée plutôt qu'à une croissance fongique naturelle. Elle paraissait étrangère contre la terre sombre et humide et l'écorce brun rougeâtre de l'arbre. La curiosité piquée, Zeller s'est levé et s'est approché de la masse. Alors qu'il s'approchait, l'étrangeté visuelle était accompagnée d'une odeur distincte et troublante. Le sol forestier sentait habituellement la terre humide, les aiguilles de pin et le doux parfum de la décomposition. Mais c'était différent. C'était une odeur aiguë, piquante et profondément putride qui coupait à travers l'air ambiant de la forêt. C'était l'odeur indéniable de la décomposition avancée, mais amplifiée et concentrée. Zeller a appelé les autres étudiants. Ils étaient également fascinés et repoussés. Ils ont passé plusieurs minutes à examiner la croissance, discutant de ses origines potentielles. Était-ce une moisissure visqueuse massive? Une réaction à une toxine environnementale? Ils ont pris de nombreuses photographies haute résolution, documentant la masse sous tous les angles, capturant la coloration et la texture étrange sur fond de sol forestier. Après avoir soigneusement documenté l'anomalie, le groupe a chargé leurs sacs et a continué vers leur prochaine grille de recherche, la rencontre étrange persistant dans leurs esprits. Ce soir-là, de retour à une station d'avant-poste de recherche éloignée maintenue par le service du parc, le groupe examinait ses découvertes. Ils ont montré les photographies à un botaniste résident du parc qui était stationné là pour la saison. Le botaniste a été stupéfait par les images, il a remarqué la taille même et la coloration vibrante et non naturelle. Sur la base des preuves visuelles et de la description de l'odeur intense de Zeller, le botaniste a offert une hypothèse. La croissance était probablement le résultat de gaz de décomposition d'un gros animal enterré. Peut-être un ours ou un wapiti alimentant une floraison fongique extrême et localisée. Les nutriments libérés pendant la décomposition, combinés aux conditions environnementales spécifiques, pouvaient créer une telle anomalie. Cette explication a résonné avec le groupe. Si une carcasse d'animal de grande taille était effectivement enterrée là, le processus de décomposition et son impact sur l'écologie fongique environnante présentaient une opportunité de recherche unique.
C'était une chance de documenter un phénomène rarement observé. Poussés par cette curiosité scientifique, Zeller et son équipe ont décidé de retourner sur le site le lendemain. Ils se sont équipés d'outils d'échantillonnage, de carottiers et des pelles de survie compactes qu'ils transportaient de ça pour le travail sur le terrain. La randonnée de retour au chêne était ciblée et rapide. Quand ils sont arrivés, la masse fongique était inchangée, l'odeur piquante planant lourdement dans l'air. Ils ont commencé leur travail méthodiquement. Le plan était de prélever des échantillons de sol autour de la masse, puis d'excaver soigneusement une petite section pour déterminer la source des nutriments. Zeller a commencé à creuser au bord de la croissance. Le sol était meuble, rendant le creusage initial facile. Alors qu'il creusait plus profondément, la puanteur s'intensifiait rapidement, devenant presque écrasante. Ils devaient creuser à tour de rôle, l'odeur les forçant à reculer pour prendre l'air frais. À quelques pieds de profondeur, la pelle de Zeller a frappé quelque chose de résistant. Ce n'était pas la résistance d'une racine ou d'une roche, mais quelque chose qui cédait légèrement sous la pression. Il a dégagé la terre meuble, c'était une feuille de plastique noir résistant. Ce n'était pas une partie naturelle du sol forestier. La réalisation que ce n'était pas un animal enterré a frappé le groupe instantanément. L'atmosphère est passée de la curiosité scientifique à l'appréhension. Ils ont continué à creuser maintenant avec un sentiment d'urgence. Ils ont découvert plus de plastique, réalisant que c'était une grande bâche. Elle semblait être superposée plusieurs fois, suggérant un effort délibéré pour sceller ce qui était à l'intérieur. Les implications étaient inquiétantes. C'était un enterrement clandestin. Travaillant ensemble, ils ont réussi à dégager suffisamment de terre pour exposer une section significative de la bâche. En utilisant un couteau de terrain, Zeller a soigneusement coupé à travers les couches de plastique. Au moment où le seau a été brisé, l'odeur concentrée de décomposition s'est échappée. En regardant dans l'ouverture, ils ont vu non pas la fourrure d'un animal, mais les restes fortement décomposés d'un adulte humain. La découverte était dérangeante. Les étudiants ont immédiatement arrêté l'excavation. La réalité de leur situation, au fond de la nature sauvage, debout au-dessus d'une tombe cachée, était écrasante. Zeller a récupéré le téléphone satellite de son sac et, avec des mains tremblantes, a contacté les autorités, signalant la découverte de restes humains dans l'une des sections les plus reculées du parc. Les coordonnées fournies par Xander Zeller ont dirigé les autorités vers un emplacement loin de tout système de sentiers établi. Le défi logistique pour atteindre le site était significatif. Une équipe médico-légale spécialisée a dû être héliportée aussi près que possible, puis marcher pendant plusieurs heures à travers le terrain accidenté, transportant de l'équipement lourd. L'isolement qui avait gardé la tombe cachée pendant des années compliquait maintenant l'enquête. Quand l'équipe est arrivée, ils ont trouvé la scène exactement comme les étudiants l'avaient décrite. La croissance fongique bizarre et vibrante contrastant fortement avec la terre perturbée et la section exposée de bâches noires. Les étudiants, qui étaient restés à proximité comme demandé, ont été interrogés par les premiers officiers répondants. Ils ont raconté la découverte, soulignant la curiosité scientifique qui les avait amenés à creuser et le choc de trouver des restes humains. L'équipe médico-légale a commencé le processus méticuleux de sécurisation de la scène. L'emplacement éloigné les obligeait à établir un périmètre et à travailler dans des conditions de terrain, luttant contre l'environnement humide et l'odeur écrasante émanant de la tombe. L'excavation était lente et méthodique. Chaque couche de sol était tamisée, chaque élément de preuve potentielle catalogué. La croissance fongique étrange a été soigneusement documentée et échantillonnée, reconnue comme un sous-produit du processus de décomposition se produisant en dessous. L'excavation a révélé toute l'étendue de l'enterrement. Le corps était étroitement enveloppé dans plusieurs couches de bâches noires résistantes, scellées avec une minutie qui suggérait du temps et de la délibération. Ce n'était pas un enterrement hâtif, c'était une élimination calculée. Après plusieurs heures de travail minutieux, le corps, toujours enfermé dans la bâche, a été retiré de la tombe et préparé pour le transport au bureau du médecin légiste. L'évaluation initiale sur la scène a confirmé que les restes étaient ceux d'un homme adulte, mais l'identité restait inconnue. La nouvelle de la découverte s'est répandue dans la région, atteignant Odelia Hastings. La découverte d'un corps dans les séquoias a inévitablement soulevé la possibilité douloureuse qu'il puisse être lié à la disparition de sa famille 4 ans plus tôt. L'incertitude était angoissante. Au bureau du médecin légiste, le processus d'identification a commencé. L'état avancé de décomposition rendait l'identification visuelle impossible. Les restes étaient en grande partie squelettiques, avec quelques tissus préservés restant dans l'environnement anaérobie créé par la bâche. Les dossiers dentaires ont été demandés pour toutes les personnes disparues à long terme associées à la région, y compris Kaylen Vancroft. La comparaison a donné une correspondance définitive. Les restes ont été confirmés comme étant ceux de Kaylen Vancroft. 4 ans après sa disparition, Kaylen avait été retrouvée. La découverte était un coup dévastateur pour sa famille et pour Odelia Hastings. Elle confirmait leurs pires craintes,
mais brisait également les théories précédentes sur la famille se perdant ou devenant victime des éléments. Kellen avait été délibérément enterré, caché au fond de la nature sauvage. Cela suggérait fortement qu'un acte criminel était impliqué, au moins dans l'élimination de son corps, mais la découverte soulevait une nouvelle question terrifiante. Où étaient Sorina et Isla? La tombe ne contenait que les restes de Kellen. Il n'y avait aucun signe de sa femme ou de leur petite fille. Le mystère s'approfondissait, prenant un tournant plus sombre. L'autopsie a commencé, présentant des défis importants en raison de l'état des restes. Le médecin légiste a méticuleusement examiné le squelette pour tout signe de traumatisme. Il n'y avait pas de blessure par balle, aucune preuve de coup de couteau, pas de fracture, indiquant un traumatisme contondant. L'os hyoïde était intact. La cause du décès était initialement indéterminée. Ce paradoxe était déroutant. L'enterrement clandestin suggérait fortement la dissimulation. Pourtant, les restes ne montraient aucun signe de violence. Comment Kellen est-il mort? Et pourquoi quelqu'un irait-il à de telles extrémités pour cacher son corps si la mort était accidentelle ou naturelle? Les enquêteurs se sont retrouvés avec un scénario qui avait peu de sens. Si Kellen était mort accidentellement, pourquoi Sorina n'a-t-elle pas cherché de l'aide? Si elle était impliquée dans l'enterrement, il semblait physiquement impossible pour elle d'avoir creusé la tombe elle-même, surtout en s'occupant d'un bébé de 6 mois. De plus, où aurait-elle obtenu une bâche noire résistante au milieu de la nature sauvage? Les preuves indiquaient l'implication d'un tiers, mais l'absence de traumatisme sur le corps de Kellen compliquait le récit d'un enlèvement violent. Face à l'absence d'une cause de décès claire, le médecin légiste a ordonné un dépistage toxicologique spécialisé. C'était un processus complexe et long, impliquant l'analyse de la moelle osseuse et des fluides de décomposition qui avaient été piégés dans la bâche. Ces fluides, essentiellement un sous-produit concentré de la dégradation du corps, pourraient contenir des indices chimiques qui avaient été préservés. Des semaines plus tard, les résultats sont revenus et ils étaient surprenants. L'analyse a détecté des composés hautement concentrés de venin de Crotalus, venin de serpent à sonnette. Les niveaux étaient significatifs, suggérant une envenimation sévère peu avant la mort. La révélation était choquante. Les serpents à sonnette, bien que présents en Californie du Nord, sont extrêmement rares dans l'ombre profonde et les températures fraîches des forêts de séquoia. Ils préfèrent des environnements plus secs et plus chauds. Les enquêteurs ont consulté des herpétologistes qui ont confirmé que bien que ce ne soit pas impossible, une rencontre fatale dans cet écosystème spécifique était très inhabituelle. L'explication de la morsure de serpent offrait une cause de décès plausible qui correspondait à l'absence de traumatisme sur les restes. La théorie de travail a changé radicalement. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Kellen aurait pu être mordu par un serpent à sonnette en randonnée. Compte tenu de la puissance du venin et de leur emplacement éloigné, la morsure aurait pu être fatale en quelques heures. Mais cette théorie n'expliquait toujours pas l'enterrement ou la disparition de Sorina et Isla. Si Kellen est mort d'une morsure de serpent, que s'est-il passé ensuite? La découverte du venin a fourni une réponse partielle à la façon dont Kellen est mort, mais elle a intensifié le mystère entourant le sort de sa femme et de son enfant. L'enquête a changé radicalement. La morsure de serpent expliquait la mort de Kellen, mais elle suggérait fortement l'implication d'un tiers dans les suites. Quelqu'un d'autre avait été là, quelqu'un d'autre avait accès à la bâche, quelqu'un d'autre avait enterré Kellen. L'enquête ne concernait plus seulement la recherche de randonneurs disparus. Il s'agissait de reconstituer une séquence d'événements complexes et terrifiantes qui a commencé par une rencontre fatale avec un serpent et s'est terminée par une tombe cachée. Avec la réalisation qu'un tiers était impliqué dans l'enterrement de Kellen Bancroft, l'enquête a tourné son attention vers les preuves physiques trouvées sur le site de la tombe. L'emplacement éloigné, bien qu'initialement un obstacle, est maintenant devenu un élément crucial de l'enquête. Quelqu'un avait choisi cet endroit délibérément. Les équipes médico-légales ont analysé la documentation du site d'enterrement. L'excavation avait révélé que l'enterrement n'était pas précipité. La tombe était creusée avec soin, assez profonde pour éviter une découverte facile par des animaux ou une observation occasionnelle. Le corps était enveloppé méthodiquement dans la bâche, suggérant que la personne impliquée avait du temps et n'était pas paniquée. Cela indiquait que l'enterrement s'était probablement produit peu après la mort de Kellen par quelqu'un qui se sentait en sécurité à cet endroit. L'élément de preuve le plus significatif était la bâche noire elle-même. C'était le seul élément qui n'appartenait pas à la nature sauvage, la seule chose qui reliait la tombe au monde extérieur. Les couches de plastique ont été analysées méticuleusement pour des traces de preuves. Dans l'environnement de la tombe, la bâche avait agi comme une barrière, préservant non seulement les fluides de décomposition, mais aussi toutes les particules qui auraient pu y adhérer avant l'enterrement. L'analyse médico-légale de la bâche a donné des traces de preuves spécifiques et inhabituelles.
Intégrés dans les fibres du plastique et mélangés au sol trouvé sur les couches extérieures, les enquêteurs ont trouvé des particules microscopiques d'un type spécifique de poussière de roche volcanique. Cette signature géologique était significative car les dépôts de sol volcanique étaient localisés dans la vaste étendue de la région et n'étaient pas présents sur le site d'enterrement lui-même. La poussière volcanique suggérait que la bâche avait été stockée ou utilisée dans un endroit avec une composition de sol différente. En plus de la poussière, l'analyse a détecté des traces de carburant diesel vieilli. La présence de diesel suggérait que la bâche pourrait avoir été associée à des machines, des véhicules ou une zone de stockage où le carburant était conservé. Ces deux éléments, la poussière volcanique et le carburant diesel, ont fourni les premiers indices tangibles sur l'origine de la bâche. Les enquêteurs se sont également concentrés sur le matériau de la bâche elle-même. Il a été identifié comme un grade spécifique de plastique haute durabilité, résistant aux UV, pas le matériau léger typique vendu dans les magasins de camping. C'était un matériau de qualité industrielle, utilisé principalement pour couvrir de l'équipement lourd, des chantiers de construction ou à usage agricole. Les enquêteurs ont commencé le processus minutieux de traçage de la fabrication et de la distribution de ce type spécifique de bâche. Ils ont découvert que ce lot particulier, identifié par sa composition chimique et sa texture, n'était vendu que par quelques points de vente ruraux spécialisés dans les comtés environnants. L'enquête avait maintenant 3 vecteurs distincts. La distribution géographique du sol volcanique, les endroits où le carburant diesel pourrait être présent et les points de vente qui vendèrent la bâche spécifique. Le défi était de trouver l'intersection de ces 3 éléments. Un projet de cartographie massif a été lancé. Les enquêteurs ont commencé par cartographier les études géologiques de la région, identifiant les zones caractérisées par les dépôts de sol volcanique spécifiques trouvés sur la bâche. Ils ont ensuite recoupé ces informations avec l'imagerie satellite et les registres de propriétés vieux de plusieurs décennies. Ils cherchaient des propriétés éloignées, des fermes ou des sites industriels situés dans un rayon accessible en voiture du site d'enterrement. La présence de diesel suggérait qu'ils devaient se concentrer sur des propriétés avec des véhicules ou de l'équipement lourd, en particulier celles accessibles via de vieilles routes forestières ou des pistes non entretenues. Ce n'était pas un processus rapide. La région entourant les parcs nationaux et d'État des séquoias est peu peuplée, caractérisée par des fermes isolées, d'anciens camps de bûcherons et des propriétés dont les propriétaires valorisaient à la vie privée et l'isolement. Le projet de cartographie a généré des dizaines d'emplacements potentiels qui correspondaient au moins à certains des critères. Pendant que l'analyse médico-légale et géographique continuait, l'élément humain de la tragédie restait central. Odelia Hastings a dû traiter la découverte des restes de Kellen et la cause bizarre de la mort. La confirmation de sa mort était dévastatrice, mettant fin à 4 ans d'incertitude, mais confirmant ses pires craintes. L'explication de la morsure de serpent offrait peu de réconfort. Pour Odelia, le fait que Kellen ait été enterré secrètement ne faisait que renforcer sa conviction que quelque chose de terrible était arrivé à Sorina et Isla. Si la mort de Kellen était un accident, pourquoi la personne qui l'avait enterré ne s'était-elle pas manifestée ? Pourquoi n'avait-il pas aidé Sorina et Isla ? L'enquête opérait maintenant sous l'hypothèse que Sorina et Isla pourraient encore être en vie, peut-être retenues captives, ou qu'elles avaient été assassinées et éliminées séparément. La pression pour identifier l'origine de la bâche était immense. Le travail minutieux du projet de cartographie réduisait le champ, déplaçant l'enquête de la vaste nature sauvage vers les poches isolées d'habitations humaines cachées en son sein. L'intersection de la poussière volcanique, du carburant diesel et de la bâche agricole menait les enquêteurs vers une zone spécifique, un endroit où les secrets des 4 dernières années pourraient être cachés. Le projet de cartographie, intégrant les données géologiques, l'analyse des traces de preuves et les informations sur la chaîne d'approvisionnement, a commencé à produire des renseignements exploitables. Les dizaines de propriétés isolées identifiées ont été priorisées en fonction de leur correspondance étroite avec le profil dérivé des preuves. Les enquêteurs ont commencé le processus systématique de visite de ces emplacements. Étant donné la nature sensible de l'enquête et la nature indépendante, souvent suspecte des résidents de ces zones éloignées, l'approche devait être prudente. Il ne pouvait là pas simplement arriver et commencer à poser des questions sur une disparition vieille de 4 ans et une tombe cachée. Les enquêteurs opérèrent souvent sous le prétexte de contrôle de conformité de sécurité incendie de routine ou d'enquête sur la culture illégale, raison courante de la présence des forces de l'ordre dans la région. Cela leur permettait d'évaluer les résidents, d'observer les lieux et de rechercher les éléments spécifiques identifiés dans l'enquête sans éveiller les soupçons. Ils ont visité d'anciens camps de bûcherons, des cabanes isolées et des fermes hors réseau. À chaque endroit, ils cherchèrent des rouleaux de la bâche agricole noire spécifique, des signes d'équipements lourds et la présence de stockage de diesel.
Ils ont également prélevé discrètement des échantillons de sol pour comparaison avec la poussière volcanique trouvée à la tombe. L'enquête s'est finalement concentrée sur une propriété située à environ 13 km de la tombe de Kellen. Cette propriété était située dans une zone caractérisée par le sol volcanique spécifique identifié dans l'analyse médico-légale. Elle n'était accessible que par une piste rugueuse et non entretenue qui coupait à travers la forêt dense, la rendant extrêmement isolée. La propriété appartenait à Waylon Yarrow, un homme de la fin de la cinquantaine. Les registres locaux indiquaient que Yarrow vivait seul et possédait la propriété depuis des décennies. Les entretiens avec les habitants de la petite ville la plus proche dépeignaient Yarrow comme un reclus excentrique et parfois instable. Il était connu pour vivre entièrement hors réseau, venant rarement en ville pour des fournitures et férocement protecteur de sa vie privée. 2 détectives ont été chargés de mener la visite initiale à la ferme de Yarrow. Le trajet lui-même était difficile, la piste non entretenue nécessitant un véhicule à garde au sol élevé. Alors qu'ils approchèrent de la propriété, le sentiment d'isolement était profond. La ferme était une collection de structures construites au fil du temps. Une cabane principale, plusieurs dépendances et des hangars. La propriété était encombrée de vieilles machines, de véhicules rouillés et de divers débris. Elle avait une atmosphère négligée, presque sauvage. Les détectives se sont approchés de la cabane principale et ont annoncé leur présence. Waylon Yarrow est sorti. C'était un homme usé, vêtu de vêtements de travail usés, son expression immédiatement défensive et hostile. Il a questionné la présence des détectives sur sa propriété, exigeant de savoir pourquoi ils étaient là. Les détectives se sont tenus à leur prétexte d'un contrôle de conformité de sécurité incendie, expliquant qu'ils enquêtaient sur toutes les propriétés de la zone en raison du risque élevé d'incendie. Yarrow était peu coopératif, répondant aux questions par des réponses monosyllabiques et se plaignant de l'intrusion gouvernementale. Pendant qu'un détective engageait Yarrow dans la conversation, l'autre observait attentivement les environs. Le sol autour de la ferme était caractérisé par le sol volcanique brun rougeâtre distinctif. Puis le détective a repéré ce qu'il cherchait. Près de l'une des plus grandes dépendances, il y avait un tracteur délabré, partiellement couvert par une grande feuille de plastique noir. Le matériau semblait identique en texture et en poids à la bâche trouvée à la tombe. À proximité, il y avait un vieux réservoir de diesel, taché d'années d'utilisation. Plusieurs gros rouleaux de la même bâche noire étaient empilés contre le côté du hangar. La présence de la bâche correspondante, les résidus de diesel du réservoir et du tracteur, et la composition du sol s'alignant parfaitement avec les traces de preuves trouvées à la tombe, ont fourni aux enquêteurs la cause probable dont ils avaient eu besoin. Ils ont conclu l'entretien avec Yarrow, s'excusant pour l'intrusion, et ont quitté la propriété. Dès qu'ils étaient hors de vue, ils ont signalé leur découverte au centre de commandement. La décision a été prise d'obtenir un mandat de perquisition pour toute la propriété. Étant donné la volatilité de Yarrow et l'emplacement éloigné, l'exécution du mandat devait être soigneusement planifiée. Les enquêteurs ont surveillé la propriété secrètement pendant les 48 heures suivantes, utilisant l'observation à longue portée et la surveillance aérienne pour confirmer que Yarrow restait sur la propriété et vivait seul. Ils devaient s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres individus présents qui pourraient compliquer l'opération. Le mandat de perquisition a été accordé, une équipe tactique a été assemblée. Le plan était d'exécuter le mandat tôt le matin, utilisant l'élément de surprise pour détenir Yarrow avant qu'il n'ait une chance de réagir ou de détruire des preuves. Le raid a commencé avant l'aube. L'équipe tactique s'est déplacée rapidement et silencieusement le long de la longue piste menant à la ferme. Ils ont convergé sur la propriété simultanément depuis plusieurs directions, sécurisant le périmètre et s'approchant de la cabane principale. L'élément de surprise était crucial. Ils ont forcé la porte de la cabane et ont trouvé Yarrow à l'intérieur. Il a été détenu sans incident, apparemment résigné à l'inévitabilité de la situation. Il a été sécurisé en menottes et retiré de la cabane pendant que la recherche commençait. La recherche extensive de la propriété a commencé immédiatement. Les équipes médico-légales ont commencé à traiter la zone où la bâche et le tracteur étaient situés, prenant des échantillons pour une comparaison définitive avec les preuves de la tombe. La recherche de la cabane principale a commencé. L'intérieur était désorganisé, encombré d'années de possessions accumulées, reflétant le mode de vie reclus de Yarrow. La recherche initiale des espaces de vie n'a rien donné reliant immédiatement à la famille disparue. Il n'y avait aucun signe évident que Sorina ou Isla aient jamais été dans la cabane. La recherche a continué pendant des heures, s'étendant aux dépendances et à la zone environnante. Les enquêteurs cherchaient de toute trace de la femme et de l'enfant disparu. Vêtements, effets personnels ou sombrement d'autres sites d'enterrement. La ferme était grande, et l'encombrement rendait la recherche lente et difficile. L'anticipation était élevée, les enquêteurs certains qu'ils étaient au bon endroit, mais le manque de découverte immédiate de preuves supplémentaires a commencé à créer une atmosphère tendue. La question persistait.
Si c'était d'où venait la bâche, qu'est-ce qui était caché d'autre ici? La recherche de la propriété de Waylon Yarrow s'est étendue dans l'après-midi. Les équipes médico-légales avaient confirmé que la bâche noire trouvée près du tracteur correspondait exactement aux matériaux utilisés pour envelopper le corps de Kellen Bancroft. Les échantillons de sol prélevés sur la ferme correspondaient également à la poussière volcanique trouvée sur le site de la tombe. Les preuves reliant Yarrow à l'enterrement étaient écrasantes. Pourtant, le mystère central demeurait: où étaient Sorina et Isla? Les équipes de recherche avaient méticuleusement parcouru les dépendances, ne trouvant rien d'autre que de vieux outils, des fournitures et plus de débris. La zone environnante avait été arpentée pour tout signe de sol perturbé qui pourrait indiquer d'autres tombes, avec des résultats négatifs. L'attention est revenue à la cabane principale. Les enquêteurs ont commencé une recherche plus intrusive de la structure elle-même, cherchant des compartiments cachés ou des anomalies. C'était tard dans l'après-midi quand un enquêteur a remarqué une irrégularité dans le plancher de la cabane principale. Les planches de bois dans un coin de la cuisine semblaient légèrement surélevées et l'espacement entre elles était inégal. Ils ont tiré un tapis usé qui couvrait la zone. En dessous, ils ont découvert un contour distinct dans le plancher, un panneau d'accès caché. Il était sécurisé avec des vis qui semblaient avoir été retirées et remplacées plusieurs fois. Le panneau d'accès a été soigneusement retiré, révélant une ouverture sombre menant sous la cabane. Une échelle descendait dans l'obscurité. L'air montant de l'ouverture était froid, humide, et portait la faible odeur troublante de moisissure et de quelque chose d'autre, quelque chose de familier de l'excavation de la tombe de Kellen. Avec des armes tirées, les enquêteurs sont descendus dans l'ouverture. Elle menait à une petite cave à légumes froide, creusée directement dans la terre sous la structure. L'espace était exigu, le plafond bas, les murs bordés d'étagères en bois brut contenant des bocaux de nourriture conservée. La lumière de leurs lampes de poche coupait à travers l'obscurité. Dans le coin le plus éloigné de la cave, l'équipe médico-légale a fait une découverte horrible. Partiellement enterrés dans le sol en terre, cachés sous une pile de vieux sacs de toile de jute, se trouvèrent des restes humains. La décomposition était avancée, principalement squelettique. L'excavation a commencé immédiatement, le petit espace rendant le processus encore plus difficile que la récupération du corps de Kellen. Les restes ont été identifiés rapidement. Les fragments de vêtements trouvés avec le corps correspondait à la description de ce que Sorina Quaid portait quand elle a disparu. Les dossiers dentaires ont confirmé plus tard l'identification. Sorina avait été retrouvée. La découverte du corps de Sorina a confirmé les théories les plus sombres de l'enquête. L'examen de la scène dans la cave à légumes indiquait une fin violente. Il y avait des preuves suggérant qu'elle avait été attachée. L'autopsie a confirmé plus tard la cause de la mort. L'os hyoïde était fracturé, indiquant qu'elle était morte par strangulation. La découverte du corps de Sorina a répondu à une question, mais a intensifié l'urgence d'une autre. Qu'est-il arrivé au bébé Isla? Il n'y avait aucun signe des restes du nourrisson dans la cave à légumes ou ailleurs sur la propriété. Cependant, les enquêteurs ont trouvé d'autres articles dans la cave qui se reliaient à la disparition. Dans un coin, caché derrière une pile de caisses, ils ont trouvé un petit sac moisi. À l'intérieur, ils ont découvert la banane bleue que Sorina portait sur la dernière photo. Elle contenait encore son portefeuille et son identification. Avec la banane, ils ont trouvé un petit paquet de vêtements de bébé et une couverture artisanale distincte. Les articles confirmaient qu'Isla avait également été à la ferme. Waylon Yarrow a été formellement arrêté et transporté à la prison du comté. Il était resté silencieux tout au long de la recherche, son expression impénétrable. Maintenant, confronté à la découverte des restes de Sorina sur sa propriété et aux preuves le reliant à l'enterrement de Kellen, l'interrogatoire a commencé. La salle d'interrogatoire était petite et stérile, un contraste frappant avec l'environnement chaotique de la ferme de Yarrow. Les détectives ont présenté les preuves méthodiquement, exposant la connexion entre la bâche, le sol et les corps. Yarrow a initialement nié toute connaissance de la disparition, affirmant que les restes devaient avoir été là avant qu'il ne possède la propriété. Une affirmation facilement réfutée par la chronologie. L'interrogatoire a continué pendant des heures. Les détectives ont pressé Yarrow, soulignant la gravité de la situation et l'inévitabilité de sa condamnation. Finalement, son comportement stoïque a commencé à craquer. Le poids des preuves et l'isolement de la salle d'interrogatoire ont percé ses défenses. Il a commencé à parler. Au cours des heures suivantes, Waylon Yarrow a avoué, fournissant un récit détaillé des événements qui se sont déroulés en août 2013. Son histoire était un récit glaçant d'accidents tragiques, suivis de violences opportunistes. Selon Yarrow, tard dans la soirée du jour où la famille l'a disparu, il était dans sa cabane, fortement intoxiqué. Il a entendu un bruit dehors, des cris frénétiques. Il est allé enquêter et a trouvé une femme trébuchant sur sa propriété. C'était Sorina. Elle portait un bébé, Isla. Elle était perdue, hystérique et désespérée pour de l'aide.
Sorina a expliqué qu'ils faisait de la randonnée et avait décidé de sortir du sentier pour trouver un endroit isolé pour se reposer et nourrir le bébé. Pendant qu'il se reposait, Kellen s'était accidentellement assis sur un serpent à sonnette qui était caché dans les sous-bois. Le serpent l'avait mordu plusieurs fois. Kellen était rapidement entré en état de choc. Sorina, inexpérimentée dans la nature sauvage et terrifiée, a essayé de l'aider, mais il est rapidement devenu insensible. Il n'avait pas de téléphone satellite et pas de service cellulaire. Sorina a réalisé qu'elle devait trouver de l'aide. Elle a pris le bébé et a commencé à marcher, essayant de trouver un sentier ou une route. Elle était devenue désorientée et perdue, errant dans l'obscurité pendant plusieurs heures avant de tomber sur la ferme de Yarrow. Yarrow a affirmé qu'en entendant son histoire, il avait accepté d'aider. Il a pris son fusil et une lampe de poche et a suivi Sorina dans les bois. Elle l'a menée à la zone où Kellen gisait. Quand ils sont arrivés, Yarrow a vérifié Kellen. Il était déjà décédé. Les signes de la morsure de serpent étaient évidents, gonflement et décoloration autour des blessures. C'est à ce moment, selon Yarrow, que ses intentions ont changé. Il était ivre, isolé, et a reconnu l'opportunité présentée par la situation. Sorina était seule, perdue et désespérée. Personne ne savait où elle était, personne ne relierait sa disparition à sa propriété éloignée. Au lieu d'utiliser le téléphone satellite qu'il possédait à sa propriété pour appeler à l'aide, il a pris une décision sombre. Il a forcé Sorina et le bébé à retourner à sa cabane sous la menace d'une arme. Il les a retenus captifs pendant la nuit. Dans sa confession, Yarrow a admis avoir agressé sexuellement Sorina dans la cabane. La cave à légumes, accessible depuis l'intérieur de la cabane, était l'endroit où il l'avait attachée. Le lendemain, quand Yarrow s'est dégrisé, il a réalisé la gravité de ses actes. Il avait kidnappé et agressé une femme. Il savait que s'il la laissait partir, elle le signalerait aux autorités. Il a pris la décision de couvrir ses crimes. Il a assassiné Sorina dans la cave à légumes, l'étranglant, puis a dissimulé son corps sous le sol en terre. Avec Sorina morte, Yarrow devait ensuite s'occuper du corps de Kellen. Il a pris un rouleau de bâche agricole noire de ses fournitures et est retourné à pied dans la zone où Kellen gisait. Il a enveloppé méticuleusement le corps dans la bâche et l'a enterré près de l'endroit où il était mort, choisissant l'endroit près du chêne pour son isolement. Il a creusé une tombe profonde pour s'assurer que le corps ne serait pas découvert. Il croyait que si les corps n'étaient jamais trouvés, ils ne seraient jamais attrapés. La confession de Yarrow expliquait les circonstances bizarres de l'affaire, la morsure de serpent, l'enterrement clandestin et la disparition de Sorina et Isla. C'était un récit d'accident tragique, croisant la dépravation humaine. L'enquête avait finalement découvert la vérité sur ce qui était arrivé à Kellen et Sorina. Mais une question cruciale restait sans réponse. Planant lourdement dans l'air stérile de la salle d'interrogatoire, qu'est-il arrivé au bébé ? Quand les détectives ont pressé Waylon Yarrow sur le sort du bébé Isla, sa réponse était inattendue. Il a insisté sur le fait que, malgré la brutalité de ses actions contre Sorina, il ne pouvait pas se résoudre à faire du mal au nourrisson. Il a affirmé qu'après les meurtres, il s'est retrouvé avec le bébé de 6 mois, ne sachant pas quoi faire. Il ne voulait pas d'une autre mort sur sa conscience, mais il ne pouvait pas garder l'enfant. Selon Yarrow, dans les jours suivant les meurtres, il a pris une décision drastique. Il a affirmé avoir emballé des fournitures, pris le bébé et conduit vers le sud. Il a déclaré avoir traversé la frontière au Mexique et voyagé profondément dans le pays jusqu'à une petite ville dans l'état d'Oaxaca. Là, il a abandonné le bébé à un orphelinat local fournissant de fausses informations sur son identité, affirmant qu'elle était l'enfant d'un parent qui ne pouvait plus s'en occuper. Les enquêteurs étaient immédiatement sceptiques de cette affirmation. Cela semblait trop pratique, une tentative égoïste d'atténuer la monstruosité de ces crimes. Cependant, ils étaient obligés d'enquêter sur la possibilité qu'Isla puisse encore être en vie. Ils ont commencé le processus complexe de tenter de vérifier l'histoire de Yarrow. Ils ont découvert des preuves qui soutenaient une partie de son récit. Les données de passage de frontières et les reçus trouvés à sa ferme confirmaient que Yarrow avait effectivement voyagé profondément au Mexique peu après les meurtres en 2013. Il avait été parti pendant près de 2 semaines. De plus, la couverture artisanale trouvée dans la cave à légumes avec les vêtements d'Isla a été analysée. Elle a été identifiée comme un style spécifique à la région d'Oaxaca que Yarrow avait mentionné. Cela suggérait qu'il aurait pu acquérir la couverture pendant son voyage, peut-être avec l'intention de la laisser avec le bébé. Malgré ces preuves corroborantes, la piste pour Isla au Mexique était complexe. Le passage de 4 ans, le manque de registres précis dans le système d'orphelinat rural et les fausses informations fournies par Yarrow rendèrent la recherche extrêmement difficile. Les autorités internationales ont été impliquées, mais les efforts pour localiser un enfant correspondant à la description d'Isla n'ont donné aucun résultat définitif.
Waylon Yarrow a été accusé des meurtres de Sorina Quaid, ainsi que d'enlèvement et d'agression sexuelle, et de l'élimination incorrecte du corps de Kellen Bancroft. Il a plaidé coupable, évitant un procès, et a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire a été officiellement close avec la condamnation de Yarrow. Kellen et Sorina avaient finalement été retrouvés, leur sort révélé après des années de mystère. Mais pour Odelia Hastings, la résolution était incomplète. Bien qu'il y ait eu des preuves suggérant qu'Isla était en vie, son emplacement et son identité restaient non confirmés. Le mystère de ce qui était arrivé au bébé perdu dans les séquoias persistait, une dernière question non résolue dans une affaire définie par la tragédie et la tromperie.